fenêtre sur l'emploi et on accueille Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur du cabinet BI, agent des cadres. Exactement. C'est le concept, et cofondateur du cabinet chasseur de job. Alors il n'y a pas de fusil là, on est d'accord, c'est pas une bonne idée. C'est extrêmement pacifiste. Et on va parler aujourd'hui avec vous du marché des cadres. Alors là c'est très intéressant parce qu'on l'a assez régulièrement sur les classements entre rêve et réalité. Exactement. Est-ce qu'on leur vendrait du rêve? Parce que le nombre de recrutements va exploser, il faut le dire. Exactement. Alors on va commencer sur quelque chose de très positif, c'est-à-dire en gros les prévisions. Alors c'est vrai que le contexte un peu actuel est compliqué, mais les prévisions en tout cas d'embauche, si on parle de 289 000, si je suis très précis, de prévisions d'embauche de cadres, versus une année précédente à 241 000. Oui. Donc on est quand même sur une augmentation de 20-25%, donc c'est très positif avec une croissance importante. Donc ça c'est la touche, on va dire la positive touch du matin. Après, c'est vrai que les choses sont un peu plus nuancées lorsqu'on est amené à se poser la question de la théorie versus la réalité, parce qu'on a, et vous l'entendez beaucoup par des DRH, des pénuries. Oui, c'est vrai, sur de l'UX, sur du développement, sur des postes de Java. Oui, beaucoup de postes. Ça, c'est la tech, de la grande famille. La tech, les besoins immenses en termes de digitalisation de beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit le retail, les espaces physiques, l'hôtellerie. Et puis, vous avez aussi cette version un peu différente, c'est-à-dire une inadéquation entre les besoins et les volontés d'une nouvelle génération ou d'une manière générale des candidats et l'entreprise, notamment quand on parle de salaire. Alors, attendez, pour ceux-là que vous avez cités, ceux de la tech, pour le faire simple, eux, c'est quoi? C'est les rois du pétrole ou est-ce que je rêve? Non, un peu quand même. Actuellement, oui. Enfin, moi, j'étais hier avec une manager qui était en digital dans une grande banque et qui m'expliquait qu'ils vont mettre le paquet pour essayer d'attirer les meilleurs. Ils ont un vrai besoin de travailler leur marque employeur pour les attirer, parce que le groupe est vu encore comme un peu un mammouth, un truc un peu lourd, et ces jeunes-là brillants veulent aller dans les startups ou des entreprises PME très digitales, très innovantes. Donc eux, oui, ils ont le choix. Il n'y a pas de problème pour eux. L'un des problèmes majeurs, c'est les salaires dont on dit qu'ils s'envolent, mais en fait, il y a des réalités un peu distordues. C'est un peu comme les étudiants dont les profs leur disent avec cette école, tu sors, tu seras à 60 000. Exactement. Et en fait, il y a des gros lendemains qui déchirent. Et alors là, j'ai la réalité des chiffres, elle laisse quand même un peu pantois. C'est-à-dire que je vais citer, pas trop de chiffres, mais un peu quand même, pour donner des ordres d'idées. Quand on parle donc là, je vais m'adresser vraiment aux gens qui sortent d'une grande école de commerce, d'une grande école d'ingénieurs. Si on est à peu près à euro constant, on était à peu près à 32 000 euros en 2000, et là on est près à 34 000 euros. Ça veut dire que les salaires des ingénieurs et des grandes écoles ont pris à peu près 7%, ce qui est quand même en 20 ans. Dans le même temps, l'inflation, lui, il a pris 27%. Et si je vous parle juste des prix de l'immobilier, ça a pris entre 2 et 300%. Donc quand on parle depuis 20 ans d'une augmentation de salaire des cadres, etc., il faut le relativiser. Ouais. Je vais beaucoup être amené à modérer comme ces propos. Et un autre chiffre aussi qui abonde dans ce sens-là, c'est une étude de l'APEC qui est amenée à faire l'analyse finalement des salaires proposés sur les moteurs de recherche. Et là, qu'est-ce que dit l'APEC? L'APEC dit, en fait, la moyenne des salaires, c'est 41 000 euros. Or, le salaire médian en France, c'est 50 000. Qu'est-ce qu'on en déduit donc? Qu'on est amené à prendre des gens plus jeunes, avec un peu moins d'expérience, mais dont le salaire, finalement, il est assez plafonné. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les classements depuis 20 ans. On est globalement un salaire médian des cadres à 50 000. On n'évolue pas beaucoup, en réalité. C'est très peu. Donc non, il y a toujours eu quelques salariés qui ont été un peu privilégiés, très demandés. La majorité de l'encadrement, elle est dans un salaire entre 35 et 80 depuis maintenant 20 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré l'effet médiatique où on nous dit allez-y, là, ça va... En fait, quand la réalité de l'entretien fait que la personne le refroidit tout de suite. Quoi. Elle refroidit forcément, parce qu'on est amené à lui dire qu'il y a un champ des possibles immense. Alors après, on est d'accord que dans les grands groupes, il y a des rémunérations dites périphériques qui sont super. Oui. La participation, l'intéressement, même des systèmes de primes, de PE qui sont vraiment top, et pour lesquels c'est vrai que les entreprises, on sent qu'elles mettent davantage d'accent, et je trouve que c'est, à titre personnel, une très très bonne idée d'aller sur ce terrain-là. Et puis c'est moins coûteux pour l'entreprise, c'est moins coûteux, il y a moins de charges, des dispositifs fiscaux totalement différents. Donc bien sûr que c'est à mettre en avant. Maintenant, il faut aussi l'autre versant, c'est qu'on était quand même en 2000 sur un cadre qui, quand il sortait des études, avait 2,5 fois le SMIC. Au moment où je parle, il a 2 fois le SMIC. Et il a 2 fois le SMIC. Donc ça a baissé. Mais en fait, le truc, c'est que comme l'inflation a augmenté, et le SMIC est sur l'inflation, et on n'est pas sur un cadre à 35 heures. Donc en fait, quand vous faites le taux horaire, en réalité, vous êtes sur un quoi? 1,4 fois le SMIC. Parce qu'un salaire net aux 34 000, on a à peu près retiré les impôts 2 000 euros pour 50 à 60 heures. Le SMIC, on est à peu près sur 1 300 euros net. Donc il y a 700 euros d'écart pour 35 heures.
Bon, bah, vous faites 35 heures, 50 heures. En gros, vous faites une règle de 3, un peu comme vous êtes sur 1006, 1007. Donc c'est aussi pour ça que certains disent moi je veux pas être cadre aujourd'hui. Il y a de plus en plus de collaborateurs qui disent moi je veux pas être cadre, qui ne veulent plus être manager, quoi. Ils ne veulent plus. Ils disent mais honnêtement, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, ça les intéresse plus. Donc il y a un vrai problème entre le discours et qu'à un moment donné, si l'entreprise pense qu'elle va juste s'en sortir en donnant des jours de congé et des jours de repos, ça va être un problème. C'est ce qu'elle a fait dans les années 2000 avec les 35 heures. Elle a donné des jours de repos. Sauf que là, vous arrivez des gens qui disent ok, moi je paye pas demain mon loyer et je ne peux pas avec payer mon mon prêt repos. avec des repos. Ça ne va pas marcher, ça très longtemps. Donc oui, il y a clairement une dichotomie entre le discours et la réalité. Il y a donc les conséquences de ce décalage, c'est quoi? Les conséquences, elles sont immenses en fait. Parce qu'on a quand même une entreprise sur 4, donc un patron sur 4 qui dit soit je ne recruterai pas parce que ça ne colle pas. Donc il jette l'éponge, il dit stop, quoi. Qui dit ça n'a aucun sens. Ou, dans ces cas-là, qui revoit, mais à la baisse, les compétences, c'est-à-dire qu'il va préférer prendre quelqu'un moins capé, moins diplômé, moins expérimenté, pour que ça colle. Et que non, l'entreprise ne va pas se suradapter, contrairement à ce qu'on essaye un peu de faire croire à toute une nouvelle génération, qui est de se dire, pas de problème, vous inquiétez pas, l'entreprise va individualiser. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il y en a 3 sur 4 qui arrivent encore à peu près à fitter, mais dans quel sens, on ne sait pas tout à fait. Mais il y en a une sur 4 qui jette l'éponge. Et ça, c'est, je trouve, très inquiétant quand même. Sur 300 000 embauches, s'il y en a 1 sur 4 qui jette l'éponge, je vous laisse faire le calcul, c'est quand même assez considérable. En fait, ils jettent l'éponge, non pas parce qu'ils ne veulent pas recruter, mais parce qu'ils se heurtent à un mur ou un décalage dans la négo, et au bout de 3 candidats, ils arrêtent. Exactement. Les attentes versus la réalité sont trop importantes pour pouvoir y faire face, ou en tout cas, elles vont dégrader en termes d'expérience, en disant je préfère miser sur quelqu'un d'un peu plus jeune ou moins expérimenté, ou peut-être à distance ou à l'étranger, pour que ça puisse rentrer dans mes grilles. En conclusion, qu'est-ce que ça provoque tout ça finalement? Des difficultés, donc on l'a dit, des pénuries, et quoi, des trous dans les tranches ça provoque, en fait, extrêmes. plein de choses. Ça provoque la nécessité aussi de se poser finalement la question du décalage entre l'éducation, c'est-à-dire les métiers vers lesquels on forme, dont on parle peu là actuellement dans les programmes électoraux, versus les besoins de l'entreprise. Je redis à ce que je disais au démarrage, c'est-à-dire un fort besoin de digital qu'on savait, c'est pas une nouveauté. On a annoncé en 2030 qu'il y a 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas. Donc la nécessité quand même de se poser la question de l'éducation, petit 1, la question 2, de dire attention à la surindividualisation de tout le temps de l'entreprise, ça va créer des frustrations immenses. Et vous avez des gens à 28-29 ans qui ont des vrais problèmes avec l'entreprise aussi, pour lesquels ils se disent mais ça va pas me coller. Donc on parle de grandes démissions, en fait c'est quand même, je trouve, relativement inquiétant. 3, l'entreprise qui doit aussi se poser la question de savoir comment elle va pouvoir attirer avec autre chose, peut-être faire des économies ailleurs. Et l'entreprise reste avant tout une entité économique pour faire un chiffre d'affaires et des profits. Ce qui ressort dans ce que vous nous racontez, qui est assez intéressant, c'est que quand on le matine avec l'inflation et d'autres éléments, les salaires, en fait, n'ont pas augmenté. Contrairement au discours un peu général. Quand on entend parler de paupérisation de la société, on a tendance à imaginer, et on est dedans, sauf que les cadres, par pudeur, ont tendance à ne pas le communiquer. La réalité, c'est que moi, notamment à Paris, vous avez parfois des jeunes cadres qui ont 35 ans qui sont en couple et qui, quand ils voient leurs voisins qui étaient comptables ou employés plus, mais qui ont 60 ans, ils ont la même taille d'appartement. Et ils se rendent compte qu'en fait, eux, en étant cadres supérieurs, ils n'arrivent pas à avoir un appartement plus grand. Voilà, la paupérisation, elle est très concrète. Quand vous êtes à 12 000, 13 000, 14 000 euros du mètre carré, comment vous faites, même si vous êtes payé demain à 3 000 euros net, heureusement, il y a des taux de prêts qui sont bas, mais ça ne suffit pas. Et là, on est dans le décile, les 10%. En France, il y a quelque part que 5% des cadres qui gagnent plus de 100 000 euros bruts. Que 5%. C'est très peu finalement. Et il y en avait plus dans les années 90. Et ça pose aussi, dernier point, un problème avec les seniors, qui évidemment ont du mal à se revenir sur le marché parce qu'ils avaient des salaires nettement plus importants. Donc voilà à peu près ce que ça dit aussi d'un environnement de société. Merci Julien, c'est passionnant parce que ça repositionne ce débat des salaires dans son contexte réel. Merci Julien, fondateur de BI et de chasseur de job, pour aller accompagner des personnes qui cherchent un emploi. Exactement. Parce que j'ai ri avec le chasseur. Merci à vous, l'émission est terminée. Merci à vous de votre fidélité, évidemment. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son et merci à Fanny Griesmer de m'accompagner. Et puis merci à Carla pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Bye bye.